Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de vous informer sur la télévision nationale. Les titres de ce 19 janvier. Pour améliorer ses indices de développement, le Bénin peut compter sur une variété de secteurs sur lesquels son économie doit reposer. Comment cela se fera? La question a été abordée au cours d'une table ronde sur les opportunités de la diversification économique. Une plateforme de coaching professionnel africain existe désormais. C'est l'initiative d'un jeune entrepreneur béninois. Vous en saurez un peu plus dans ce 20h. Et puis, la vie et l'œuvre du religieux Monseigneur Obed Sastre ont fait l'objet d'échanges au cours d'un colloque international à l'université d'Abomey-Calavi. À l'occasion, des leçons ont été tirées du parcours de cet intellectuel hors pair. Courant mai et juin dernier, de violents affrontements ont opposé villageois, agriculteurs et bouviers dans la commune de Dassazomé. Des affrontements qui se sont soldés par des pertes en vies humaines. Même si la situation est depuis passée sous contrôle, le Parlement a voulu, avec le recul, comprendre ce qui s'était réellement produit dans la localité. Guillaume Avieno. Que s'est-il passé vers la fin du mois de mai et au début du mois de juin dernier dans le village Ayiwidji, dans l'arrondissement d'Akofo-Djoulé, l'un des arrondissements de la commune de Dassazoumen, dans le centre du pays? Une question qui a fait l'objet de débats entre les députés et le gouvernement à la faveur de la plénière de la semaine consacrée aux questions d'actualité avec débat adressés par le Parlement à l'exécutif. Le mercredi 29 mai 2019, à Iwidji, arrondissement d'Akofo-Djoulé, commune de Dassazoumen, un agriculteur se serait opposé à la traversée de son champ par des peuls transhumants en quête de pâturage. Il s'en est suivi une violente altercation qui a coûté plusieurs jours de coma à l'agriculteur et la mort à un des peuls transhumants. En représailles, le dimanche 2 juin 2019, aux environs de 19h, la population d'Aïwidji a été victime d'une fusillade suivie d'incendies avec pour conséquence 4 morts, dont une fillette de moins de 3 ans, plusieurs blessés et une vingtaine de maisons saccagées et calcinées. En application aux dispositions de l'article 113 de notre Constitution et de l'article 110 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, j'invite le gouvernement à éclairer la représentation nationale sur les préoccupations ci-après. La version officielle des faits. Les actions menées par le gouvernement. Le sort réservé aux commanditaires et les mesures prises pour l'application de la loi numéro 2018-20 portant code pastoral en République du Bénin. Voici la version officielle des faits selon le gouvernement. Le mercredi 29 mai 2019, le commissariat d'arrondissement de Sogroubo a été alerté d'un cas d'affrontement entre le cultivateur Poussi Alexandre, dont le champ a été saccagé par des bêtes du peul Abou Bakari Aléou. Cet affrontement s'est soldé par la mort du peul et des blessures graves au niveau de l'agriculteur. En représailles de cet incident malheureux, un groupe de peuls est venu incendier nuitamment des cases du hameau Ayiwidji dans la commune de Dassazoumen. Et pris de panique, la population s'est déplacée. Conscient de la nécessité de recréer une ambiance de vivre ensemble, les autorités politico-administratives et policiers ont entamé des négociations pour un apaisement. Des descentes ont été opérées avec les chefs peuls pour raisonner la population et les rassurer. Rassurés, ces derniers sont revenus au village, mais ont été pris et surpris par une fusillade
Rien a fait dans 4 morts, dont celle d'une fille de 4 ans. Quelle a été alors la réaction de l'exécutif face à cette situation? Le 5e BIA est venu en renfort sur réquisition des autorités préfectorales à la police républicaine pour rétablir l'ordre et le calme dans l'agglomération de Aïouidji. Les premières investigations ont abouti à l'interpellation des sieurs Idrissou Oumarou, âgé de 38 ans, et Idrissou Aboubakari, âgé de 43 ans, présumés être les principaux auteurs de cette barbarie, ont été présentés au procureur de la République et les enquêtes se poursuivent pour des interpellations de tous les auteurs et de leurs commanditaires. À l'origine de ce drame, une mauvaise négociation de l'occupation de l'espace entre agriculteurs et éleveurs Peul. Une occupation pourtant réglementée par la loi portant code pastoral en République du Bénin. Comment cette loi promulguée en avril 2019 est-elle appliquée, interroge le Parlement. Dès sa promulgation en avril 2019, le président de la République et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et de la Pêche a initié courant mai et juin 2019 une mission de vulgarisation et d'appropriation de la loi par les cadres et agents de ces structures déconcentrées sur toute l'étendue du territoire national, direction départementale de l'agriculture et de l'élevage et les agences territoriales de développement agricole. Ces structures déconcentrées du MAEP ont été instruites à l'effet de poursuivre la communication autour de cette nouvelle loi auprès des différentes cibles dans leurs zones respectives d'intervention, avec l'appui de la direction de l'élevage. Dans ce sens, des émissions radio et télévision sont en cours et se poursuivent dans la mesure des moyens disponibles. Les sensibilisations sur le contenu de la loi portant code électoral en République du Bénin se poursuivent et un projet de sa traduction en anglais au profit des acteurs de l'élevage des pays voisins du Bénin est en cours. Des actions saluées par la représentation nationale. Où les gens pensent que tout Peul qui est un éleveur et qui a des bœufs est quelqu'un de violent, quelqu'un qui ne fait que se transformer en un adversaire des agriculteurs. Non. Des milliers de Peuls transhumants ont quitté le Nigeria pour venir passer d'autres séjours encore sur notre territoire. Ils sont là. D'autres ont continué pour aller au Togo. Et c'est ceux-là qui craignent notamment les dégâts. Lourdement armés avec des AKM, personne ne les affronter. C'est eux qui passent au vu au sous de tout le monde et ils estiment qu'ils ont déjà payé leur droit de passage en complicité avec une mafia qui est bien organisée, qui est tapie dans des mairies, tapie dans des départements et à des milieux insoupçonnés. Et ça continue. C'est le lieu de remercier le gouvernement de Patrice Talon qui, depuis 3 ans, a commencé quelque chose. C'est pourquoi a commencé beaucoup de choses. C'est pourquoi on a constaté la diminution de ces affrontements. La diminution, il n'y a plus assez de morts d'hommes. Sinon, à des périodes de transhumance, nous comptons des dizaines de morts. Ce n'est pas tout que la presse montre. Après avoir écouté le gouvernement, que je salue au passage pour les efforts déployés, parce que je sais en tant que maire ce que ça a donné, ce que ça fait, hein. La mobilisation donc des militaires, des policiers, à ces occasions-là, leur souffrance sur le terrain, j'ai fait le déplacement pour aller les voir dans les conditions où ils vivent. Je crois qu'il faudrait vraiment les féliciter. Mais il faudrait qu'on aille loin, très loin, pour asseoir dans notre pays un élevage extensif. L'élevage reste une activité pourvoyeuse de devises pour les communes du pays et encadrer davantage cette activité pour une cohabitation pacifique éleveurs et agriculteurs devrait être bénéfique, pensent les députés. Pour l'amélioration de ces indices de développement, le Bénin peut désormais compter sur un certain nombre de secteurs. Au détour d'une table ronde sur les challenges et les opportunités de la diversification économique, Marcela Rossi nous propose un reportage sur le sujet. On ne met pas tous ses œufs dans un même panier.
Parce que si vous trébuchez et que vous tombez, le panier tombe, les œufs se cassent, vous n'avez plus rien. La diversification économique est une obligation. Certains pays l'ont fait et les résultats sont satisfaisants. Mais pour y arriver, un certain nombre de conditions devraient être réunies. D'abord, il faudrait que tout le monde se mette d'accord que pour réussir la diversification, il faut qu'il y ait une bonne gouvernance. C'est capital. Il faut que la lutte contre la corruption soit au rendez-vous. Il faut que la lutte contre l'impunité soit une réalité. Il y a un lien entre, par exemple, les politiques publiques qui sont adoptées sur la manière dont les marchés publics sont attribués. Il y a un lien entre le coût de la politique pour les politiciens et donc leur recherche de ressources complémentaires pour pouvoir faire la campagne et gérer les partis politiques influence la qualité des politiques publiques. En matière de diversification économique, le Bénin, pour certains aujourd'hui, peut espérer en l'avenir. Nous sommes tous très heureux de savoir que notre parc animalier, le plus grand de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui a une attraction dans toute la sous-région. Nous sommes également bien contents qu'aujourd'hui, notre base culturelle, c'est-à-dire le vaudou, va être exploitée et va permettre de faire un tourisme à grande échelle. Ici, le gouvernement actuel a cette approche évidemment déjà institutionnelle et a aussi cette approche, par exemple, de diversification. Donc, on a vu que l'énergie était un élément central et le gouvernement a eu la clairvoyance d'attaquer. Aujourd'hui, ça se note déjà à travers nos chiffres. En dehors du coton, nous avons les meilleures productions vivrières. Les productions de l'ananas ont augmenté. La noix d'anacate, pareil. Nous mettons des actions de transformation de tout ceci en place. Pour ce qui concerne le coton, la chaîne de transformation sera effective désormais. Nous avons des projets de zone agro-industrielle spéciale pour focaliser et mettre tout cela dans un cluster et c'est possible. Une plus grande diversité économique entraîne forcément une multiplication des secteurs d'activité, ce qui permet de réduire la vulnérabilité du pays aux chocs extérieurs. Un jeune entrepreneur béninois, je vous l'annonçais dans les titres, vient de lancer une plateforme de coaching professionnel africain. C'est une manière pour lui d'accompagner les aspirants au coaching et les entreprises. On retrouve Marcela Rossi. De l'emploi numérique au web entrepreneur, Allo Coach, de la création et de l'innovation. Epiphane, jeune entrepreneur, veut redonner espoir et sourire aux aspirants au métier de coaching. Un outil qui vous permet, depuis votre maison, en tant qu'entreprise ou individu, de vous inscrire, de prendre rendez-vous avec un coach professionnel. Et donc cela vous permet de poser n'importe quelle préoccupation que vous avez et le coach délégué pour vous suivre, le coach vous donne des solutions, des recommandations, des exercices à faire. Un label au service des populations. Allo Coach pour révolutionner la vie des individus et des organisations. C'est la population qui demande les services au coach. C'est la population qui subit de par les collègues ce que normalement le coaching ne devrait pas être. C'est les collègues, c'est la population qui, parce qu'elle souffre, parce qu'elle a des préoccupations, parce qu'elle a des défis qu'elle veut relever, dont je parle individus et organisations, se soumettent donc à des gens qui se font appeler coach, mais n'arrivent pas à juguler donc leurs défis. Et donc, dans un premier temps, ceux qui en bénéficient, c'est bien les individus et les populations. Maintenant, ce jeune homme entend ainsi assainir et rendre plus crédible le rôle du coach dans la communauté. Un public reportage dans ce journal. CFAO Motors Bénin, filiale du groupe CFAO, a désormais un nouveau directeur des opérations Yamaha. Le Malgache succède à la Sénégalaise Aïssatou Diouf, qui a eu droit à une soirée de revoir et de présentation de vœux vendredi dernier à Cotonou. Jean-Claude James, Ramatoulawani. À tous et à toutes, une très bonne année 2020. C'est l'un des objectifs de cette soirée dînatoire. Mais très tôt, la présentation de vœux va céder place à une cérémonie de revoir à la directrice des opérations Yamaha qui part pour le Nigeria. L'équipe Yamaha au Bénin, je vous assure, est une équipe top, dynamique, qui ne compte pas ses heures, qui est très enthousiaste. Et quand on est commerçant ou bien qu'on travaille dans une activité et qu'on est heureux de voir ces produits dans la rue, ça veut dire qu'on a
gagné quelque chose, on a réussi quelque chose. Et ça, je vous le dis, cette équipe, elle a réussi ça. Et moi, je pars forte aujourd'hui du Bénin grâce à cette équipe. Aïssatou Diouf quitte le Bénin en laissant son fauteuil à Christian Razafine Jato. Je ne sais pas trop quoi dire, je suis impressionné par ce que je vois, par ce que j'ai vu, par l'accueil que j'ai reçu au Bénin. Merci à l'ensemble des équipes CFAO. Comme l'ont dit les équipes tout à l'heure, CFAO c'est une véritable famille. Et nous promettons aux Béninois toute notre implication, tout notre support pour nos revendeurs, tout le service qu'on peut apporter pour nos clients. Voilà, on sera différents et on tâchera d'être les plus efficaces sur Cotonou et sur tout le Bénin en général. Je pense que nous sommes nombreux ici à avoir pu collaborer, à avoir pu se rendre compte de ce qu'elle a pu faire. Et voilà, je voudrais lui dire merci encore une fois. Voilà, donc Aïssatou, nous te souhaitons bon vent et plein succès dans tes prochaines entreprises au Nigeria. Je voudrais aussi avoir quelques mots pour la personne qui lui succède, qui va venir apporter ici son expérience. Donc à la fin de la fin, c'est encore vous qui comptez, vous nos chers clients et nos partenaires. Des clients qui gardent un bon souvenir du partenariat avec la maison CFAO Motors. Nous collaborons avec la maison CFAO depuis bientôt 15 ans et nous prenons pratiquement pour tous nos projets les motos de la marque Yamaha. Disons 160 motos cross. C'est des motos qui, même dans les milieux montagneux, on ne sent pas du tout qu'on est en train de gravir des montagnes. CFAO, au-delà du prix, au-delà de tout ça, c'est une valeur sûre parce qu'il y a une équipe d'accompagnement derrière, il y a des conseils. Sincèrement, la proximité, je parle pour mon groupe, la proximité que nous avons entre nos cadres, nos dirigeants, font que on ne peut que se comprendre et aller dans un terme de partenariat ensemble, constructif. J'ai pas de problème. Je suis le premier quand j'ai des problèmes à râler ou franchement avec CFAO, notamment au Bénin, je n'ai pas de problème. Et si vous voulez faire partie de la grande famille Yamaha, vous avez le choix entre les voitures ou les motos. Les portes de CFAO Motors au carrefour Vedoko sont toujours ouvertes. À l'université d'Abomey-Calavi, on s'intéresse à la vie et à l'œuvre du religieux Monseigneur Robert Sastre. C'était à l'occasion d'un colloque international de 112 heures au cours duquel les leçons attirées du parcours de cet intellectuel hors pair ont été abordées. Yves Agolopessi et Jérôme Hongbo ont pris part à la cérémonie d'ouverture. L'unité de recherche, étude des espaces et du discours qui a décidé d'organiser ce colloque reconnaît en Monseigneur Robert Kodjo Maoulaoué Sastre, un digne fils d'Afrique, du Bénin, du Mono, un intellectuel chevronné, un combattant intrépide, un passionné des sciences de l'homme et de la société rempli de qualité. Cette rencontre scientifique représente pour nous un cadre d'interpellation, d'amorce d'une réflexion profonde et d'analyse soutenue du rôle de l'intellectuel africain dans la cité, en période coloniale et pendant la décennie des indépendances. Cette question primordiale a alimenté de nombreuses rencontres au plan national et international. Aujourd'hui encore, nous sommes interpellés par la même problématique. Des indépendances africaines à l'ère du renouveau démocratique, la figure de Monseigneur Robert Sastre. C'est le thème de ce colloque de 72 heures auquel prennent part des chercheurs du Burkina Faso, du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Togo et du Bénin. La célébration des 20 ans de l'entrée dans l'éternité de l'un des plus dignes fils d'Afrique est faite de la très fort belle manière. La connaissance étendue qu'il avait de l'histoire du monde et les réflexions approfondies qu'il menait sur tous les sujets qui lui étaient soumis lui donnait une longueur d'avance sur les hommes et les femmes de son temps. On comprend donc le titre de l'ouvrage publié à l'occasion du 10e anniversaire de son décès et intitulé « Parole d'un prophète ». Il y a donc longtemps qu'on aurait dû le célébrer pour appeler l'attention des autres intellectuels africains
et de la jeunesse en particulier sur la nécessité de la formation sociale. L'intellectuel, c'est celui-là qui a pris conscience de l'endroit où il vit, des problèmes auxquels sont confrontés ceux avec qui il vit, et il va à la recherche des solutions. C'est celui-là donc qui ajoute l'acte à la parole. Et Monseigneur Sastre a fait preuve de tout cela. Je crois qu'il est temps que sereinement nous puissions préparer l'avenir. Et là, c'est les intellectuels qui sont interpellés. Que la jeunesse soit formée à partir des valeurs capitales, cardinales, fondamentales et fondatrices de la chose politique. Ce que je souhaite pour cette session et donc pour ce colloque, chers amis, c'est que chacun en sorte, moi le premier, avec la conviction que nous avons du chemin à faire, avec la certitude que le Christ veut beaucoup faire en nous et par nous, et avec l'espérance qu'avec lui, par lui et en lui, nous sommes capables, malgré nos limites qui sont certaines, son royaume de vérité, de justice et de paix, son royaume de lumière et d'amour progressera toujours. Pendant 72 heures donc, les valeurs humanistes de cet intellectuel vont être replantées en vue de rallumer la flamme de l'intelligentsia africaine au service de ce continent si tant abusé intellectuellement. 20e anniversaire de décès de Monseigneur Robert Sastre, membre de l'Église, parents et amis se sont retrouvés à la cathédrale Saint-Pierre-Clavet de Lokossa pour rendre hommage au deuxième évêque de Lokossa. C'était en présence d'une délégation gouvernementale et de plusieurs autres personnalités. On fait le point avec Michael Nouati et Aziz Alagbe. 2 décennies après avoir quitté ce monde pour le repos éternel, le souvenir de Monseigneur Robert Sastre est toujours vif dans la mémoire de ceux qui l'ont connu. Ses œuvres et ses enseignements sont indélébiles, soutiennent bon nombre d'entre eux. Il est des hommes dont le souvenir traverse le temps. Et il suffit d'évoquer leur mémoire pour que l'histoire se réécrive à la fois au présent et à l'endroit. Il en est d'autres qui sont comme des monuments vivants. Monseigneur Robert Sastre fait partie de cette catégorie d'hommes. Le prélat, selon ses proches, était aussi unificateur, grand acteur du dialogue interreligieux et défenseur des sans-voix. Chers frères et sœurs, vivre ce moment en présence du Seigneur, ce n'est pas seulement pour rappeler la mémoire de cet illustre pasteur, mais aussi et surtout pour rendre grâce à Dieu de la voix donnée à l'Église comme prêtre et évêque pendant plusieurs années. Un pasteur zélé qui a guidé le peuple de Dieu et enseigné la parole de Dieu avec dévouement et audace. Et tout ce que je viens de vivre ici est pour moi une interpellation en vue de l'œuvre qu'il a laissée, cette œuvre de l'Institut des servants de la lumière du Christ. C'est comme si je réentends la voix de notre Père fondateur sur ces valeurs capitales, des valeurs non négociables, liées à la foi et au Christ, lumière de nos vies. Je suis ému parce qu'après 20 ans, je vois que Monseigneur Sastre a semé, a fait des œuvres qui résistent aux outrages du temps. Né en 1926, ordonné prêtre en 1952, nommé évêque du diocèse de Lokossa en 1972, puis ordonné et intronisé le 6 août de la même année, Monseigneur Robert Kodio Sastre laisse comme héritage au peuple de Dieu la lumière, qui est d'ailleurs sa devise. Je vous propose maintenant de suivre les témoignages de quelques personnalités après la cérémonie à la cathédrale Saint-Pierre-Clavet de Lokossa. Monseigneur Robert Sastre, il nous a enseigné les vertus et les grandes valeurs
de ce monde, qui fondent les citoyens. Nous sommes aujourd'hui à la reconstruction de notre pays et tous ces enseignants-là sont nécessaires. Nous sommes venus célébrer la mémoire d'un grand homme d'église, la mémoire d'un grand homme de culture. Non seulement s'occupait des catholiques, mais il allait aussi vers les religions endogènes. Bon, il a fait beaucoup de réalisations dans le département. C'est à juste titre qu'on le célèbre. C'était un pasteur extraordinaire, un véritable homme de Dieu. Et moi, je suis attaché à sa personne. Il m'a dit que tu le veuilles ou non, quel que soit le temps que tu mettras à combattre l'Église et à combattre ta foi, tu reviendras parce que Jésus-Christ ne perd jamais ses brebis. Le jour où son corps est arrivé de Cotonou, je me rappelle très bien, les adeptes du culte vaudou ont fait une rêve pour l'accueillir à l'église Saint-Joseph de Grand-Popo. C'était pathétique, c'était significatif de ce que l'homme était. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal et merci pour votre aimable attention.